Dans la une de l'actualité ce soir, opposition politique et majorité présidentielle sur la même table. Au milieu, la CENI et le ministère de l'administration territoriale. À l'ordre du jour, l'audit international du fichier électoral. Les experts internationaux sont déjà à Ouagadougou pour purifier le fichier. Un fichier soupçonné par le chef de file de l'opposition politique. Non, non et non, les transporteurs opposent un refus catégorique au projet de gestion du fret tel que décidé par le ministre des Transports. 72 heures après avoir claqué la porte d'une rencontre organisée par Vincent Dabilgou, les transporteurs réunis au sein de leur fêtière ont exprimé leur désapprobation. Ils veulent être intégrés dans le système de gestion du fret venant des différents ports. Dans l'actualité également, le deuxième appel des femmes rurales sur leurs préoccupations à l'orée des élections. Les femmes rurales veulent exercer une pression sur les différents candidats en lice aux élections couplées. Elles conditionnent même leur vote à la prise en compte de leurs doléances. Vous les entendrez tout à l'heure. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce 19h30. Élection de novembre prochain, qu'elle soit transparente, équitable et inclusive. Bien plus que des exigences, le groupe parlementaire UPC en fait son cheval de bataille à un peu plus d'un mois des scrutins. En marge de leur deuxième journée parlementaire, les députés de l'Union pour le progrès et le changement font des propositions dans ce sens. Abdou Aziz Sari. La réussite des élections du 22 novembre prochain constitue une exigence pour le groupe parlementaire de l'Union pour le progrès et le changement. En cette période où les regards sont tournés vers le Burkina Faso, les députés du Parti du Lion veulent faire en sorte que les votes soient transparents, équitables et inclusifs. Au cours de cette journée parlementaire UPC, il est question pour eux de faire des propositions dans ce sens. Et comme vous avez suivi, nous avons en tout cas, entre autres, sous la main, de parler à nos militants d'abord, parce que tout commence par là, que chaque militant puisse avoir un comportement qui aille dans le sens justement de consolider notre démocratie et ne pas tenir des discours de nature à diviser, des discours fondés sur des considérations autres que ce qui nous unit ici au Burkina Faso. Il s'agit notamment de la cohésion, l'esprit que nous appartenons à une seule nation qu'on appelle le Burkina Faso. Nous osons donc croire que tous les moyens seront mobilisés pour une transparence dans la tenue du scrutin électoral. Je demeure convaincu que l'intelligence, la foi et l'imagination mises par chacun et chacune de nous au service du dynamisme de notre parti ne peuvent qu'offrir une issue heureuse. L'une des institutions qui sera au four et au moulin dans le décompte des voix au soir du 22 novembre prochain, c'est bien la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Et le président de l'UPC voudrait compter sur son sens de responsabilité. Vous connaissez mon attachement à la paix. En 2015, contrairement à l'avis de tout mon parti, et je le dis bien, contrairement à l'avis de tout mon parti, j'ai expliqué à mon parti qu'il était bon qu'il me laisse aller présenter mes félicitations à celui que nous pensions avoir gagné, pour éviter des problèmes. Donc, on n'a pas de leçon à donner à Zéphirine Diabré ou à l'UPC sur les questions de la paix, du pardon ou de maintien de la stabilité du pays. Nous espérons que cette fois-ci, au sortir là, des élections, que celui qui a gagné est vraiment gagné. Contrairement à 2015, Zéphirine Diabré souhaite que cette année, les résultats des urnes soient annoncés commune par commune. Parce qu'en 2015, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on annonçait les résultats, on disait résultats de tant de communes. On ne sait pas lesquelles. Cette fois-ci, nous avons exigé et obtenu que l'on annonce les résultats commune par commune. Sur les 370 et quelques communes du Burkina là. Comme ça, chacun entend. Et si tes représentants sont dans la commune là, ils t'appellent pour te dire président ou vice-président, c'est bien notre résultat ou toi tu l'appelles. L'Union pour le progrès et le changement UPC demande à la classe politique d'appliquer des textes en lien avec l'esprit du contexte local afin d'éviter des problèmes préélectoraux.
éviter des problèmes préélectoraux et même post-électoraux. L'enjeu est de taille et le chef de file de l'opposition politique n'a cessé de le réitérer. Zéphirin Diabré est allé jusqu'à exiger l'audit international du fichier électoral afin d'éviter toute tentative de fraude. Eh bien, l'exigence a été prise en compte par le gouvernement. Sous la houlette du ministère de l'administration territoriale, des experts internationaux sont à Ouagadougou pour auditer donc, le fichier. Arsène Konditamde. Les protagonistes des élections couplées du 22 novembre, autour d'une même table pour parler de l'audit du fichier électoral, sont également présents les experts internationaux qui se sont engagés à accompagner le processus. Un acte qui participe à donner plus de crédit à ces consultations que les acteurs souhaitent apaiser. Et nous avons besoin que ce fichier électoral puisse être audité afin de mettre tout le monde donc, dans le jeu et dans la perspective d'une élection apaisée, mais qui donne toutes les chances à tout le monde. Et cette rencontre-là est tellement importante. Et donc pour le Burkina Faso, j'ai invité les différentes parties à faire un travail de fond donc, pour permettre que dans la semaine à venir, nous puissions avoir les résultats de ce fichier électoral, ce qui va permettre donc à la CENI de continuer le travail. Cet audit du fichier électoral est une demande de l'opposition politique. Zéphirin Diabré et ses pairs l'avaient réclamé à corps et à cri. C'est donc une victoire d'étape pour eux. Cette requête est venue de l'opposition, qui s'était inquiétée au vu d'un certain nombre de pratiques qui avaient eu lieu au mois de l'enrôlement, que des actions non connues puissent d'une manière, en tout cas, entacher l'intégrité du fichier électoral. Et je dois saluer en tout cas la disposition d'esprit de la majorité qui a accédé aussi à cette requête en ayant la même vision. D'abord, c'est bien entendu une satisfaction pour l'ensemble du dialogue politique. Nous, les experts qui viennent de l'Union africaine, de l'Union européenne et de l'OIF, viennent pour accompagner ce processus électoral qui s'amorce et nous espérons en tout cas que, in fine, le Burkina Faso, au soir du 22 novembre 2020, aura des élections propres, des élections apaisées où, comme en 2015, le perdant va certainement féliciter le gagnant. Les experts présents à Ouagadougou sont entre autres de l'Union africaine, l'Union européenne et l'Organisation internationale de la francophonie. Les acteurs du prochain scrutin espèrent que l'opération se fera le plus rapidement possible. Pour des élections couplées apaisées, il y a l'audit du fichier électoral. Il y a aussi la contribution des organisations de la société civile, des OSC comme le mouvement Les Sentinelles de la démocratie, une structure qui a effectué sa première sortie d'envergure ce dimanche. Composée essentiellement de jeunes, elle entend jouer pleinement sa partition dans le processus électoral en cours. Majid Bakouan. Les Sentinelles de la démocratie, c'est le nom du mouvement dont la création est rendue publique ce 11 octobre à Ouagadougou. Un nouveau mouvement qui vise à encourager la population à s'impliquer dans la gestion de la chose politique et à amener les gouvernants à rendre compte de leur gestion aux populations. C'est une mission de veille citoyenne parce que pour nous, il est impératif de veiller à ce que la bonne gouvernance démocratique soit une réalité. Une réalité pourquoi? Parce que les dividendes de la croissance doivent être équitablement répartis à l'ensemble de la population. C'est aussi une lourde mission pour nous, à ce sens que aujourd'hui vous voyez la fracture sociale qu'il y a au Burkina Faso. Vous voyez ces nombreux problèmes auxquels font face la population burkinabé, l'insécurité et tout. Vous voyez l'élan de corruption que nous avons enregistré à travers les différentes structures de veille à ce niveau. Cela nous appelle vraiment à nous investir afin qu'à l'avenir, ces choses ne se répètent plus, afin qu'ensemble, tous, filles et fils de cette nation, nous construisons une démocratie durable, paisible et équitable. Majoritairement composé de jeunes, ce mouvement qui se dit apolitique compte déjà mener des actions sur le terrain pour des élections apaisées au Burkina Faso. Comptons d'abord, dans le cadre du processus actuel, mener une vaste campagne de sensibilisation parce que ces élections se veulent apaisées. Voilà, ces élections se veulent apaisées et cela nécessite bien sûr
qu'on échange et qu'on communique beaucoup avec l'ensemble de la population, mais aussi les acteurs politiques qui sont en concurrence, voilà, pour la présidence ainsi que les législatives. Le mouvement compte plus de 14 000 adhérents et est présent dans les 13 régions du Burkina Faso. Il dispose d'un bureau exécutif national fort de 16 membres. Elle se considère comme une véritable force électorale. À l'orée donc des élections couplées, les femmes rurales exercent la pression sur les différents candidats en lice. Elles veulent que les politiques prennent sérieusement en compte leurs préoccupations. Qui dit femmes rurales parle d'activité agricole. C'est justement ce domaine qu'elles veulent voir intégré en pôle position dans les politiques de développement. En 2015, le même exercice a été fait, mais 5 ans après, c'est la déception. En 2020, les femmes rurales organisées grâce à la Confédération paysanne du Faso espèrent mieux. Mamounata Kabouri. Selon l'Institut national de la statistique et de la démographie, les femmes assurent plus de 63% des activités de production des secteurs de l'agriculture et de l'élevage, mais ne bénéficient pourtant que de 4,3% des revenus agricoles. Alors que selon la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, si les femmes rurales bénéficient du même accès aux ressources productives que les hommes, elles pourraient aider à sortir de la faim 10 à 150 millions de personnes dans le monde. Conscientes de cela, les femmes rurales au Burkina, qui veulent mieux être épaulées par les politiques, lancent le 2e acte de leur campagne intitulée « Les femmes rurales pour un Burkina sans faim ». À la faveur de cette nouvelle année électorale et face à la persistance des problèmes qui détériorent la situation économique des femmes, nous saisissons l'occasion pour organiser l'acte 2 de la campagne, les femmes rurales pour bâtir un Burkina sans faim. Si cette campagne est lancée à la veille de celle électorale, c'est parce qu'elle se veut une forme de pression pour amener les politiques à composer avec les femmes rurales. L'on se demande alors si elles comptent encore accorder leur voix au président Kaboré. Nous allons donner la chance à tous ceux qui veulent être candidats. On prend tout le monde sur le même point d'égalité. Mais maintenant, lui, il a eu la chance de savoir qui on est. Qu'est-ce qu'on fait? On suit de près. S'il laisse la chance à quelqu'un d'autre de proposer quelque chose, là, ce n'est pas de notre faute. Nous, on n'est pas politiciens, on ne va pas campagne pour quelqu'un, on part sur le même point d'égalité pour tous les candidats. C'est notre condition, l'amélioration de notre vie que nous cherchons. Et on veut que les jeunes viennent à l'agriculture. Un jeune ne viendra pas à l'agriculture, surtout une jeune fille. Si elle sait que sa maman a fait la production pendant plus de 50 ans, elle n'a pas vu tourner dans le véhicule. Cette nouvelle campagne pour un Burkina sans faim fait suite à la première lancée en 2015. À l'heure du bilan, si beaucoup reste à faire, le tableau n'est quand même pas tout noir. Ça n'a pas été comme nous voulons, mais néanmoins, ils ont fait quelque chose de valable. Par exemple, si l'accès de la femme à la terre est sécurisé, si les aménagements de l'État, nous sommes allés jusqu'à plus de 50% qui ont été attribués aux femmes. Mais le problème se pose au niveau des bas-fonds pluviales et au niveau du crédit. Vraiment, nous sommes un peu soulagés, mais pas tellement. Et les taux aussi sont élevés. Et sur les intrants, que la distribution, vraiment, sur les papiers, c'est clair, mais au niveau de la base, vraiment, ça pose problème. Les femmes rurales pour un Burkina sans faim, 2e acte, c'est un plaidoyer qui s'articule en 8 points, dont l'accès sécurisé et contrôlé de la terre, l'accès des femmes aux intrants, l'accroissement des dépenses publiques pour l'agriculture et l'élevage et la représentation et participation des femmes dans les instances de décision, entre autres. Un suivi annuel de la mise en œuvre de ces différents points sera assuré pour l'atteinte des résultats. Eux également interpellent l'autorité sur leurs préoccupations. Les transporteurs routiers opposent un non catégorique au projet de gestion du fret par le Conseil burkinabé des chargeurs après la rencontre très houleuse avec leur ministre des tutelles où ils ont claqué la porte des discussions. Ils se sont retrouvés ce matin pour une fois de plus dénoncer la dynamique du ministre des Transports Vincent Dabilgou. Archimer Boy.
Voici l'ambiance qui avait prévalu le 9 octobre dernier dans la salle de conférence du ministère en charge des Transports lors de la signature de l'arrêté portant gestion du fret en provenance et à destination du Burkina Faso. Aujourd'hui, la fêtière unique des transporteurs du Burkina monte au créneau. Issoufou Maïga et ses camarades ne sont pas contents de leur ministre de tutelle. Selon eux, Vincent Dabilgou ne semble guère se soucier de leurs préoccupations. Nous, on veut un ministre qui veut travailler avec nous. Nous, on veut un ministre qui veut ouvrir ses oreilles pour nous écouter. Nous, on veut un ministre qui prend le problème des transporteurs à cœur. Nous, on veut un ministre, s'il y a un problème dans les transporteurs, qui se lève pour régler. Il ne suffit pas de sortir à la télé pour dire que les transporteurs sont divisés. Vous avez un problème en famille, vous vous levez pour régler les problèmes. Concernant l'arrêté confiant la gestion du fret au Conseil burkinabé des chargeurs, la fêtière dénonce l'exclusion des transporteurs. Elle exige par conséquent leur intégration dans cette gestion. Nous souhaitons participer. Nous sommes d'accord, la force reste à la loi, mais vous devrez être le patron du processus et nous sommes là en tant que participants pour l'égalité, l'équité, transparence et responsabilité. Parce que si on vous chargeait un camion et le camion a un problème en cours de route, contractuellement qui est responsable? Ce n'est pas le CBC. Avant la signature de ce document, cette organisation des transporteurs dit avoir signifié à son ministère de tutelle son désaccord quant à son contenu. Mais Vincent Dabilgou aurait fait fi de son objection. Nous avons marqué notre objection par rapport à l'arrêté et le ministre s'est entêté, il a refusé, il a dit je vais signer à rien qui pourra. Voilà pourquoi nous avons dit et nous répétons, nous ne sommes pas d'accord ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. Une fois que nous ne sommes pas impliqués dans le processus de gestion de la fret, nous ne serons pas d'accord. La fêtière unique des transporteurs du Burkina dit rester dans la dynamique de dénonciation. Pour l'heure, elle ne parle pas de mouvement de grève dans le secteur des transports. À présent, cette question, savez-vous à quoi ressemble une base aérienne au Burkina Faso dans un contexte de lutte contre le terrorisme? La base aérienne 210 de Bobo-Dioulasso nous ouvre grandement ses portes. C'est à l'occasion du 35e anniversaire de l'armée de l'air. Immersion dans cette entité au cœur de la défense nationale avec Soto Justin Dabiri. La base aérienne 210 installée à Bobo-Dioulasso a ouvert ses portes aux hommes de médias à l'occasion du 35e anniversaire de l'armée de l'air. Un anniversaire célébré dans un contexte marqué par les attaques terroristes et la pandémie de la Covid-19. La célébration du 35e anniversaire de l'armée de l'air, au lendemain du rappel à Dieu du général Traoré Ali, le 27 septembre 2020 à Tunis, de suite de maladie, et dans un contexte de lutte acharnée contre le terrorisme, m'offre l'occasion de rendre hommage au général Traoré Ali et à toutes les victimes du terrorisme, en particulier à nos vaillants soldats tombés au champ d'honneur. À l'occasion de ce 35e anniversaire, une immersion a été organisée au profit des journalistes. Elle a permis aux hommes de médias de visiter les locaux de la base aérienne 210 et d'échanger avec les premiers responsables sur l'historique, les missions et les capacités opérationnelles de l'armée de l'air. L'année écoulée, disons même les 2 années écoulées, nous sommes montés en termes de capacité. Il y a eu un renforcement de capacité en termes de personnel, mais aussi en termes d'équipe. Nous avons présenté aux journalistes notre histoire, nos moyens, nos perspectives et bien sûr quelques difficultés qu'on va travailler à résoudre rapidement. Et nous pensons qu'ils ont été en tout cas bien outillés pour parler de l'armée de l'air dans l'avenir. Les journalistes sortent de cette immersion enrichis d'informations sur la base aérienne 210. Ils se sont engagés à avoir un autre regard sur ce corps d'armée burkinabé à travers un meilleur traitement de l'information sur les questions de défense. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de jeux, comment en tout cas, la balle actuellement dans mon camp, c'est voir comment en cas d'un reportage qui peut porter ici des jours, qu'est-ce que je peux apporter pour en tout cas donner plus de visibilité aux actions que mène en tout cas l'armée de l'air burkinabé. Bien sûr que je ne vais plus aborder cette question avec la position de profane que j'avais avant. Je ne suis pas experte en la matière, mais
Après avoir mieux connu l'institution, je pourrais certainement donner plus de visibilité à ce qu'ils font comme travail. La base aérienne 210 joue un rôle capital dans la défense de la nation. Le lieutenant-colonel Ibrahim Sakira et ses éléments ont déjà participé à plusieurs opérations antiterroristes, notamment les opérations de Ndofo, Tapuano et Komoué. D'une immersion à une autre, je vous plonge à présent dans l'univers d'une mine souterraine. Le Burkina Faso n'en dispose qu'une seule en exploitation. Il s'agit de la mine Rox Gold Sanou, située à Bagassi dans la boucle du Mouhoun. Vous allez le voir, le métal jaune y est extrait de 250 mètres de profondeur dans des conditions de travail parfois inimaginables. Allez, c'est parti pour 4 minutes d'exploration dans les galeries avec notre reporter Rémi Lambert-Nébier. En pleine forêt de la province des Bali, précisément dans la commune de Bagassi, flotte le drapeau burkinabé. Depuis 2016, 22,89 km² de cette zone sont requis par la société canadienne Rox Gold pour l'exploitation aurifère. De la forêt, mais aussi des montagnes, et tout en dessous, un autre univers. Et nous voilà embarqués pour une descente au sous-sol. On est à presque 250 mètres de profondeur actuellement, à Barassi Sud, dans la mine de Barassi Sud. Rox Gold est la seule mine industrielle d'or souterraine en exploitation du Burkina, à l'intérieur des cavernes de dizaines et de dizaines de kilomètres. Dans le jargon minier, cela s'appelle des galeries. Outre le fait que tout se passe au sous-sol, une mine souterraine se distingue d'une mine à ciel ouvert par le système d'exploitation. Ce qui me plaît en tant que géologue, c'est qu'on peut vraiment contrôler la dilution, ce qu'on appelle dilution. On peut vraiment suivre ce qui nous intéresse, uniquement ce qui nous intéresse. Le géologue va m'intimider, il va carrément dire de couper ce qui ne l'intéresse pas et de suivre uniquement ce qui nous intéresse. Donc on va tirer uniquement la forte teneur qu'on va ramasser. Donc on maîtrise la dilution. Donc c'est une différence notable. La teneur est plus haute que les mines à ciel ouvert. Bon, actuellement, en tout cas, nous, notre mine, la teneur est très élevée par rapport au ciel ouvert. La canicule est presque insupportable à certains endroits. Un système d'oxygénation permet d'atténuer la chaleur. Sur les parois, de l'eau qui chointe. Dans une mine souterraine, on ne peut pas manquer d'eau. C'est quasi permanent, mais c'est maîtrisé. Cela peut faire penser à des risques d'effondrement. Dans ce périple, le ministre des Mines et des Carrières est avec nous. Pour lui, pas d'inquiétude. Lorsqu'on regarde, on sent que c'est assez sécurisé. C'est assez sécurisé, donc apparemment on est à l'abri des incidents. Donc ça fait que on n'a pas peur. Des cabines de refuge sont prévues en cas d'incident. La preuve que toutes les zones de la mine ne sont pas accessibles sans danger. C'est le cas de cette partie de la galerie. C'est une zone un peu plus dangereuse, alors il faut faire vraiment attention. C'est pour ça qu'on est resté un peu plus... on est revenu ici de ce côté. L'abattage à ce niveau est vertical et il y a des risques de chute de débris. Pour donc extraire le minerai, la mine a un dispositif pour téléguider les machines. Ça permet aussi à toute personne de pouvoir ne pas travailler sous ces dangers-là. Donc la machine se déplace avec une télécommande pour pouvoir aller travailler seul. Voilà, là où en cas de problème, où la machine tombe dans le trou, c'est uniquement que dénager du matériel seulement. Voilà. Donc il n'y aura pas de dégâts personnels. Les mines souterraines sont réputées être plus protectrices de l'environnement. Et vous voyez, les mines à ciel ouvert, le trou est très géant, alors qu'ici, ce n'est pas le cas. Le stérile que vous voyez dehors, là, en surface, ce stérile peut être utilisé pour remblayer encore l'espace que vous voyez. Donc après, il n'y a pas de problème. Donc même la pollution visuelle n'est pas perceptible, c'est moindre par rapport à ça. Mais pour exploiter aussi, ça coûte plus cher que les mines à ciel ouvert. Donc, la nécessité d'avoir des diamants vraiment... Voilà, il faut des teneurs importantes pour pouvoir se lancer dans l'exploitation souterraine. Voilà, c'est ça. Après
d'horloge au sous-sol, nous voici de retour en surface. En plus d'être moins pollueuse, Roxgold possède un plan ambitieux de réhabilitation et de fermeture évalué à plus de 2,5 milliards de francs CFA. La mine procède également à une réintroduction progressive d'animaux sauvages et entre 2019 et 2020, ce sont plus de 25 000 plants qui ont été mis en terre pour la réforestation. De son côté, la société minière IAM Gold Essakane SA, elle continue ses actions qui entrent dans le cadre de sa responsabilité sociétale. Au ministère de la Santé, l'entreprise canadienne a offert 10 respirateurs et des accessoires d'une valeur de 100 millions de francs CFA, de quoi soutenir la riposte contre la COVID-19. Retrouvons une fois de plus Rémi Lambert-Nibier. Une deuxième vague de la pandémie de la COVID-19 est toujours à craindre. Renforcer le plateau technique des structures de santé reste l'une des meilleures stratégies. Et elle est adoptée par IAM Gold Essakane qui dote le ministère de la Santé de 10 respirateurs et accessoires d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Une contribution que cette société minière canadienne située dans le Sahel burkinabé aurait quand même voulu apporter plus tôt. Quand on a fait la commande, à l'époque, il était difficile déjà de trouver suffisamment d'équipements sur le marché. Tous les pays du monde essayaient d'acquérir ces équipements. Finalement, on a lancé la commande à travers une compagnie qui est installée ici au Burkina. Et ça a mis du temps pour la fabrication et puis toutes les procédures pour pouvoir le faire venir. Finalement, c'est arrivé il y a quelques jours et nous avons immédiatement tout fait pour pouvoir le remettre aux autorités. Pour le ministère de la Santé, ce don reste opportun et doublement utile. Ce matériel, effectivement, au-delà de la COVID-19, peut servir, ou du moins va servir à prendre, par exemple, des patients d'autres maladies qui sont en détresse respiratoire. Alors donc, c'est pour dire que, au-delà de ce que Essakane SA a dit, le représentant d'Essakane SA a dit, que ça vient en retard, nous ne pensons pas que c'est venu en retard. Ça vient à un bon moment, parce que ça va renforcer nos structures sanitaires dans le cadre de la lutte globale contre les pathologies. La diplomate canadienne qui a conduit la délégation de IAM Gold Essakane se réjouit des bonnes relations entre la mine et son environnement. Je pense que ça démontre la générosité de la compagnie et le fait qu'ils sont bien intégrés dans l'économie du Burkina Faso et veulent vraiment contribuer au bien-être de la population. Et c'est une grande fierté pour moi de les accompagner ce matin à cet événement très spécial. Deux dizaines de respirateurs octroyés seront mis à la disposition de la direction régionale du centre. Déjà contributeur à travers le don de la Chambre des mines lors de la période de pic de la pandémie, IAM Gold Essakane n'a cessé de multiplier les dons en équipements de protection et de soins au profit de ses communautés hôtes et les structures de santé de la région du Sahel afin d'endiguer la COVID-19 qui, à la date du 4 octobre, a déjà touché 2187 personnes au Burkina Faso. IAM Gold Essakane et les autres sociétés minières au Burkina Faso qui bénéficient d'une exonération fiscale, une exonération qui vise à encourager l'investissement étranger au pays des hommes intègres. Mais de plus en plus, des voix s'élèvent pour dénoncer ces opérations qui contribuent fortement à gonfler les chiffres des dépenses fiscales du gouvernement. De 2016 à 2020, on parle de plus de 335 milliards de francs CFA. Quel regard peut-on porter sur les dépenses fiscales? Quels sont les impacts sur le développement? Nous sommes lundi et vous l'aurez compris, c'est l'heure des échos des locaux. Et comme d'habitude, c'est signé Rémi Lambert-Nibier. « 2449 dérogations fiscales ont été accordées par l'État burkinabé entre 2016 et 2019, selon une évaluation faite par le Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques CRAPF. Si le décryptage du CRAPF révèle que 62,18% de ces dépenses fiscales permettent d'encourager l'investissement au Burkina Faso, il n'en demeure pas moins que ces dépenses fiscales sont jugées excessives pour le portefeuille de l'État.
Sur la période 2016-2019, ce sont plus de 335 milliards de francs CFA qui ont été accordés en guise d'exonération. Le gouvernement lui-même n'arrive pas aujourd'hui à évaluer l'ensemble donc des dépenses fiscales, des dérogations qui ont été accordées justement aux entreprises et aux ménages. Voilà, par exemple, pour 2019, sur autour de 911 mesures donc, dérogatoires qui ont été accordées, ça veut dire que l'évaluation n'a concerné qu'autour de 704 mesures. Donc, vous voyez qu'il y a justement déjà une grande partie justement de ces pertes de recettes budgétaires que l'État lui-même n'arrive pas justement à saisir. Ces dépenses fiscales accordées ont un impact mitigé. L'année 2020 a été fortement marquée par de nouvelles exonérations fiscales pour atténuer les conséquences économiques de la COVID-19. Alors, quelle politique le gouvernement devra-t-il adopter pour la loi des finances 2021 en termes de rationalisation? Globalement, aujourd'hui, notre pays est confronté effectivement au très grand nombre de mesures dérogatoires qui sont accordées. Donc, ça veut dire qu'il y a donc la nécessité, en réalité, de revoir l'ensemble donc, de ces mesures-là pour les tenir donc, dans une proportion acceptable au regard donc, des besoins de financement que nous avons aujourd'hui. La solution à long terme serait le plafonnement des dépenses fiscales. En fait, que l'on évalue les dépenses fiscales par objectif et que pour chaque objectif, justement, de développement recherché à travers les mesures dérogatoires, que l'on voit, est-ce que l'on ne peut pas fixer un plafond? On peut par exemple dire, pour cet objectif-là, comme dérogation, par exemple, pour une année budgétaire, ça veut dire que nous comptons accorder, par exemple, 50 milliards pour l'objectif de développement, d'encouragement de l'investissement. Le Centre d'études et de recherche appliquées en finances publiques recommande également au gouvernement de soumettre les dépenses fiscales à l'appréciation du Parlement au même titre que les dépenses budgétaires. Fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité depuis Abidjan, dans la capitale ivoirienne. À demain pour d'autres actualités.